90% d'approbation en 2001, 41% d'approbation en 2025. Ces deux chiffres racontent la mort de l'Amérique unie. Le 11 septembre 2001, George Washington Bush atteint le record historique Gallup avec 92% d'approbation après les attentats. En juin 2025, Donald Trump frappe l'Iran et s'effondre à son plus bas niveau de popularité. Même pays, même menace terroriste. Deux présidents, réactions diamétralement opposées. Voici la révélation brutale que personne ne souligne. 68% des jeunes Américains rejettent les frappes contre l'Iran en 2025, alors qu'en 2001, 89% de leurs aînés soutenaient massivement la guerre en Afghanistan. Entre ces deux dates, quelque chose s'est cassé définitivement dans l'âme américaine. Bienvenue sur Écho, la chaîne qui connecte l'économie, la société et la psychologie des générations. Cette transformation ne résulte pas du hasard. Elle révèle une mutation profonde de la société américaine, une fracture générationnelle qui rend aujourd'hui impossible ce qui était évident il y a 84 ans. Mobiliser le peuple américain pour la guerre. Nous allons décortiquer cette évolution à travers 3 moments clés qui racontent la désintégration progressive de l'union sacrée américaine. Car comprendre pourquoi l'Amérique ne peut plus faire la guerre, c'est comprendre la fin d'une époque géopolitique. Et surtout, je vais vous donner 3 stratégies concrètes pour naviguer dans ce nouveau monde multipolaire qui émerge sous nos yeux. La question qui va nous guider, l'Amérique a-t-elle vieilli ou mûri ? Le 11 septembre 2001 révèle une Amérique aujourd'hui disparue. En 10 jours, George Washington Bush passe de 55% à 92% d'approbation, établissant le record absolu dans l'histoire des sondages Gallup. Cette montée fulgurante ne résulte pas de la manipulation ou de la propagande. Elle exprime l'union authentique d'un peuple face à l'agression. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 89% des Américains soutiennent l'action militaire en représailles. Cette adhésion traverse toutes les lignes de fracture habituelles. Républicains à 95%, démocrates à 88%, indépendants à 87%. L'Amérique politique cesse d'exister pendant quelques mois, remplacée par une nation unie dans la douleur et la détermination. Cette unité repose sur des fondements aujourd'hui disparus. D'abord, les baby boomers dominent encore la société américaine. Cette génération a grandi avec la mémoire positive de la Seconde Guerre mondiale, confiant dans la capacité américaine à mener des guerres justes et à les gagner. Pour eux, l'Amérique en guerre, c'est l'Amérique qui libère l'Europe et bat les fascistes. Ensuite, l'écosystème médiatique de 2001 permet l'émergence d'un narratif commun. 3 chaînes principales, CNN, Fox News et ABC, diffusent globalement la même information. Internet existe mais reste marginal. Les réseaux sociaux n'existent pas. Aucun contre-discours ne vient perturber le récit officiel de l'attaque terroriste et de la riposte nécessaire. Cette union sacrée produit des images devenues mythiques. Bush avec son mégaphone sur les décombres du World Trade Center, le Congrès chantant God Bless America sur les marches du Capitole, les files interminables de volontaires pour s'engager dans l'armée. We Stand United n'est pas un slogan marketing, c'est la réalité sociologique d'un pays traumatisé mais rassemblé. Pourtant, cette unité porte déjà les germes de sa destruction. Car l'Amérique de 2001 s'engage dans ce qu'elle ne sait pas encore être une guerre éternelle. L'Afghanistan, puis l'Irak, puis la Syrie, puis la Libye, 23 ans de conflits ininterrompus qui vont user cette confiance jusqu'à la détruire complètement. Le réveil sera brutal. Dès 2003, l'invasion de l'Irak divise déjà l'opinion. 53% s'y opposent. En 2004, l'approbation de Bush chute à 48%. L'union sacrée post-11 septembre n'aura duré que 18 mois. Mais ses conséquences, elles, vont durer 23 ans et transformer définitivement le rapport des Américains à la guerre. Le 3 janvier 2020 marque un tournant historique que peu d'observateurs ont mesuré à sa juste valeur. Donald Trump ordonne l'assassinat par drone du général iranien Qassem Soleimani à l'aéroport de Bagdad. Pour la première fois depuis le Vietnam, un président américain divise massivement son peuple sur une action de guerre. Les chiffres révèlent une Amérique méconnaissable par rapport à 2001. Seulement 53% des Américains approuvent la gestion de l'Iran par Trump, contre 89% qui soutenaient Bush après le 11 septembre. Plus révélateur encore, 39% désapprouvent fortement les actions de Trump en Iran. Un chiffre 10 fois supérieur aux 4% qui désapprouvaient Bush en octobre 2001. Cette division suit des lignes générationnelles nettes. Les millennials, qui avaient entre 15 et 25 ans lors de l'invasion de l'Irak, rejettent massivement l'escalade avec l'Iran. Ils ont grandi avec les mensonges sur les armes de destruction massive, les promesses non tenues de missions accomplies, les milliers de morts américains pour des objectifs flous et changeants.
Pour eux, chaque justification présidentielle sur l'Iran rappelle Colin Powell brandissant sa fiole aux Nations Unies. La génération Z, elle, découvre la géopolitique à travers les réseaux sociaux. Contrairement à leurs aînés qui recevaient l'information filtrée par les grands médias, ils accèdent instantanément aux analyses contradictoires, aux vidéos non censurées, aux témoignages de soldats revenus traumatisés. L'héroïsation de la guerre devient impossible quand TikTok montre la réalité du stress post-traumatique militaire. L'assassinat de Soleiman révèle aussi le paradoxe fondamental de Trump. Élu sur la promesse America First et la critique des guerres éternelles, il reproduit exactement les schémas qu'il dénonçait. Cette contradiction ne passe pas inaperçue auprès de sa base électorale. Pour la première fois, un président républicain perd le soutien d'une partie de ses électeurs sur une question militaire. Les réseaux sociaux amplifient cette fracture naissante. Twitter explose le débat contradictoire. Facebook voit circuler autant de contenu pro-guerre qu'anti-guerre. YouTube regorge d'analyses critiques. L'écosystème médiatique unifié de 2001 a cédé la place à une cacophonie informationnelle qui empêche l'émergence de tout consensus. Cette division autour de Soleiman préfigure exactement ce qui va se passer en 2025 avec les frappes sur l'Iran. Elle marque le moment où l'Amérique perd définitivement sa capacité à s'unir autour de la guerre. La génération qui avait vécu le 11 septembre comme un traumatisme rassembleur laisse place à des générations qui ont vécu l'Irak et l'Afghanistan comme des fiascos diviseurs. L'Amérique de 2020 découvre qu'elle ne peut plus mobiliser son peuple pour un conflit lointain. Cette réalité va exploser au grand jour 5 ans plus tard avec les bombardements de l'Iran. Juin 2025, Donald Trump frappe 3 sites nucléaires iraniens et provoque l'effondrement de sa popularité. Son taux d'approbation chute à 41%, le plus bas niveau de son second mandat. L'Amérique ne se rassemble plus derrière son président en temps de guerre. Elle se divise encore plus. Les chiffres révèlent l'ampleur de cette fracture historique. 45% des Américains s'opposent aux frappes contre seulement 25% qui les soutiennent. Le contraste avec 2001 sidère. Là où Bush mobilisait 89% de soutien pour l'Afghanistan, Trump ne parvient même pas à convaincre un quart de ses concitoyens. Plus stupéfiant encore, seulement 19% des électeurs qui ont voté pour Trump en 2024 soutiennent son intervention en Iran. Le président républicain a perdu le soutien de sa propre base sur une question de guerre, situation inédite depuis la création du Parti républicain moderne. Cette opposition se concentre massivement chez les jeunes générations. 68% des moins de 35 ans désapprouvent l'action militaire. Ces générations ont grandi pendant la guerre éternelle, Irak, Afghanistan, Syrie, Libye. Pour elles, chaque nouveau conflit rappelle les promesses mensongères et les échecs sanglants des 20 dernières années. L'évolution de l'approbation de Trump chez les jeunes illustre cette fracture. Chez les moins de 30 ans, il est passé d'un solde positif de plus 8 points il y a 3 mois à moins 39 points aujourd'hui. 47 points perdus en une seule décision militaire. Aucun président dans l'histoire américaine n'avait connu une telle chute chez les jeunes électeurs pour une action de guerre. Cette division générationnelle se traduit par des visions inconciliables du rôle américain dans le monde. Les baby-boomers, formés pendant la guerre froide, pensent encore en termes de leadership mondial et de crédibilité. Le réflexe face à l'Iran, il faut frapper fort comme après Pearl Harbor, sinon ils vont nous prendre pour des faibles. Les millennials, échaudés par l'Irak, raisonnent en termes de coûts-bénéfices et de conséquences. Leur réaction: on nous a menti sur les armes de destruction massive en 2003, on nous ment sur le programme nucléaire iranien en 2025. Nous ne retomberons pas dans le piège. La génération Z, pragmatique et désabusée, pose des questions que leurs aînés évitent. Pourquoi mourir pour Israël quand nous n'avons pas d'assurance santé? Pourquoi dépenser 800 milliards pour l'armée quand nous nous endettons pour étudier? Cette fragmentation générationnelle se double d'une impossible unité médiatique. En 2001, CNN, Fox News et ABC diffusaient globalement le même récit sur le 11 septembre. En 2025, TikTok, Fox News et Twitter proposent des versions contradictoires des frappes sur l'Iran. Les algorithmes enferment chaque génération dans sa bulle informationnelle, rendant impossible l'émergence d'un narratif commun. Résultat, l'Amérique de 2025 ne peut plus créer de consensus guerrier. Elle a perdu ce qui faisait sa force depuis 1945, la capacité à mobiliser son peuple derrière une cause militaire. Cette paralysie annonce la fin de l'ère impériale américaine. Cette paralysie américaine que nous venons de décortiquer ne crée pas des risques. Elle ouvre des opportunités historiques pour ceux qui savent les saisir. Cette transformation géopolitique sera la plus grande redistribution de pouvoir depuis 1945. Voici 3 stratégies concrètes pour prospérer dans ce monde multipolaire qui émerge. Première stratégie,
Diversifiez géographiquement vos investissements. L'effondrement de l'hégémonie américaine redistribue la richesse mondiale. Pendant que Wall Street stagne dans l'incertitude politique, les bourses asiatiques explosent. La Chine a investi 1000 milliards de dollars dans les nouvelles routes de la soie pendant que l'Occident gaspillait 7000 milliards en guerre perdue en Afghanistan et en Irak. Action concrète immédiate, réorientez 30% de vos investissements vers l'Asie et les puissances moyennes émergentes. ETF chinois, vietnamiens, indiens, indonésiens, investissez dans les entreprises qui remplacent les géants américains défaillants. BYD écrase Tesla sur le marché des véhicules électriques. TSMC domine Intel sur les semi-conducteurs. Tencent innove plus rapidement que Meta sur l'intelligence artificielle. Ne restez pas nostalgique des champions d'hier. Investissez dans les leaders de demain qui profitent du déclin relatif américain. Stratégie numéro 2. Maîtrisez les compétences du monde multipolaire. L'effondrement de l'anglais comme lingua franca unique crée de nouvelles opportunités pour les polyglottes. Le mandarin devient indispensable pour naviguer en Asie. L'espagnol pour l'Amérique latine en pleine croissance. L'arabe pour un Moyen-Orient qui se diversifie économiquement. Pendant que les monolinguistes anglophones voient leurs opportunités se rétrécir, les polyglottes naviguent entre les nouveaux pôles de pouvoir. Apprenez le mandarin, pas pour la culture, mais pour les affaires. 60% des échanges commerciaux mondiaux d'ici 2035 impliqueront directement l'Asie. Développez votre réseau professionnel au Vietnam, en Inde, en Indonésie. Ces pays deviennent les nouvelles usines du monde pendant que la Chine monte en gamme vers les services et la high-tech. Positionnez-vous comme un pont culturel et économique entre les civilisations plutôt que comme un représentant de l'ordre occidental déclinant. Et enfin, stratégie numéro 3. Investissez dans l'infrastructure du chaos. L'instabilité géopolitique enrichit massivement ceux qui fournissent la stabilité et la sécurité. Cybersécurité, logistique résiliente, énergie alternative, crypto-monnaie, technologie de communication sécurisée. Tous les secteurs qui permettent aux individus et aux entreprises de contourner l'instabilité traditionnelle explosent financièrement. Les entreprises du cybersécurité voient leurs revenus doubler chaque année alors que les cyberattaques étatiques se multiplient. Les crypto-monnaies remplacent progressivement le dollar dans les échanges sud-sud, libérant les pays du système financier occidental. L'énergie solaire décentralisée affranchit les nations de leur dépendance aux hydrocarbures du Moyen-Orient. Investissez massivement dans les solutions technologiques à l'instabilité plutôt que de la subir. Les médiateurs technologiques et économiques entre les nouveaux pôles de pouvoir seront les grands gagnants de la décennie qui arrive. Cette paralysie américaine que nous venons de décortiquer annonce la fin du monde et la naissance d'un autre. Pour la première fois depuis 1945, l'Amérique ne peut plus mobiliser son peuple pour maintenir son hégémonie mondiale. Cette contrainte démocratique change radicalement la donne géopolitique. Mais cette transformation n'est ni une catastrophe, ni une aubaine automatique. C'est une réalité à saisir intelligemment. Les nostalgiques de l'ordre ancien vont s'appauvrir en s'accrochant aux certitudes d'hier. Les surfeurs conscients du changement vont s'enrichir en anticipant des réalités de demain. L'histoire nous enseigne que les grandes transitions géopolitiques créent toujours de nouvelles élites économiques. La chute de Rome a enrichi Byzance et les royaumes barbares. L'effondrement des empires coloniaux a créé les fortunes asiatiques modernes. La fin de l'URSS a généré les oligarques russes. L'affaiblissement relatif américain va produire les nouveaux maîtres économiques du monde. Cette évolution révèle la mutation la plus profonde de notre époque. Nous passons d'un monde unipolaire dominé par l'Occident à un monde multipolaire où l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine reprennent leur place historique. Cette transition sera chaotique et parfois violente, mais elle sera aussi la plus grande redistribution de richesses et de pouvoir de notre vivant. La question finale n'est pas de savoir si ce changement est moralement bon ou mauvais. La question pragmatique est, allez-vous le subir passivement ou en profiter activement ? Et vous, comment comptez-vous vous positionner dans ce monde multipolaire ? Allez-vous rester attaché aux certitudes géopolitiques d'hier ou saisir les opportunités économiques de demain ? Dites-le nous en commentaire car cette question déterminera votre prospérité des 20 prochaines années. Si cette analyse a révolutionné votre vision de l'avenir géopolitique, abonnez-vous pour ne pas manquer aucune de nos analyses. Sur Echo, nous ne pleurons pas le monde d'hier. Nous construisons celui de demain. À très vite.